Qui est mort, qui est né, c'est le jour du jour. Que s'est-il passé aujourd'hui dans l'histoire? Qui est mort, qui est né, que s'est-il passé aujourd'hui? Apprenons et cultivons-nous. Rolam. Bonjour Hit. Bonjour. Alors, bon, déjà vous voyez que on se situe quelque part dans le monde. Voilà, je viens. Bonjour Ladri. Bonjour. Alors, où c'est? Qu'est-ce que quoi que dont je vais vous parler aujourd'hui? Déjà, je sais pas pourquoi j'ai dit déjà. C'est une introduction catastrophique de dire déjà pour commencer un jour du jour. Ça n'a aucun sens de dire déjà. Voilà, déjà. Voilà, excusez, le type dit n'importe quoi. On reprend. On va en 1497 à Lisbonne. Il y a des bateaux qui s'en vont du port de Lisbonne et qui ont pour objectif de trouver, et peut-être que ça va vous sembler un peu familier, de trouver la route des Indes. On a déjà eu en 1492 le départ de bateaux espagnols de Séville qui essayaient de chercher la route des Indes par l'ouest. Et bien là, on a un bateau, enfin une flottille portugaise qui essaye de trouver la route des Indes par l'est. Alors par l'est, pas par la Méditerranée, hein, parce que cette route des Indes, elle a déjà été trouvée. Il faut passer par Constantinople, il faut passer par soit la péninsule d'Arabie et ensuite prendre un bateau depuis le Yémen jusque l'Inde, ou alors il faut traverser l'Iran à pied et le Pakistan, et ça c'est un peu chiant, vous voyez. Donc, on a un type qui s'appelle Vasco de Gama qui se dit, mais moi, je vais descendre l'Afrique. Peut-être que l'Afrique, on peut la contourner. Et finalement, c'est ce qui se passe. Il part en 1497, il met presque 6 mois à contourner l'Afrique et à arriver en Inde, et puis il revient en 1499, auréolé de son succès. Alors, l'une des raisons pourquoi la route des Indes est si importante à la fin du XVe siècle, c'est que par effet domino, on a eu plusieurs choses qui ont fait augmenter le prix des épices. L'Espagne et le Portugal sont à la fin de la route des épices. C'est les derniers intermédiaires. Donc en fait, les marchands espagnols et portugais sont ceux qui ont à payer le plus d'intermédiaires. Notamment Constantinople, qui à l'époque, qui en 1453 est tombé aux mains des Ottomans, eh bien ça a fait augmenter les prix. Les marchands ottomans ont fait augmenter les prix parce que ça coupe une bonne partie, ça pourrait couper une bonne partie de l'approvisionnement européen en épices, les épices indiennes, puis en épices aussi, hein, on parle aussi en teinture, en produits de luxe, etc. Parce que tout passe par Constantinople à ce moment-là. Et donc les Espagnols et les Portugais, ils se disent mais nous on a besoin que ce soit moins cher, donc on va essayer de choper à la source. Et en plus,
on est à ce moment-là en Espagne et au Portugal, sur la fin de la Reconquista, une période aussi un peu plus prospère économiquement et avec des dirigeants. Alors pour le Portugal, on peut citer son nom. Henri le Navigateur, voilà. Et pour les dirigeants espagnols, on peut citer Isabelle de Castille et son mari Ferdinand, qui sont plutôt intéressés par l'extérieur de leur royaume. Voilà. Donc on a cette double conjoncture qui mène les Portugais à aller en Inde. Et oui, la route de l'Amérique a été trouvée avant la route des Indes. C'est un peu paradoxal. Et 20 ans plus tard, on a Magellan qui initie le premier tour du monde avec Elcano qui le termine. Mais on en a déjà parlé. Voilà. Alors, la route des Indes, malgré tout, elle reste très longue. Parce qu'il faut contourner le Cap Horn en Afrique du Sud. Il faut faire beaucoup de cabotinage. Alors je le répète, le cabotinage, qu'est-ce que c'est ? C'est d'aller de port en port sur la côte. Et du coup, on a au XVIe siècle et au XVIIe siècle les premiers grands comptoirs en Afrique subsaharienne qui se créent. Des comptoirs portugais, des comptoirs espagnols, des comptoirs anglais, néerlandais, danois, français, suédois, lettons. Voilà, on a des comptoirs qui sont créés un peu partout. Et ça mène ensuite à la traite négrière jusqu'aux Amériques, etc. Bref, ça entraîne énormément de choses, ces grandes découvertes. 1853, on va au Japon, exactement ici. Voilà, là, POV, vous êtes un Japonais du 8 juillet 1853 et vous voyez quelque chose arriver à l'embouchure de la baie, là où vous êtes. Voilà, au bout de la baie, vous voyez des trucs qui débarquent que vous n'avez jamais vus. D'après vous, qu'est-ce que c'est ? Non mais Gallios, en même temps, pourquoi je pose la question ? Gallios, il a déjà les réponses à chaque fois. Laisse jouer les autres un peu. Une canonnière US. Alors oui, en fait, il y a 4 navires cuirassés à vapeur américains qui débarquent. Enfin, qui se montrent dans cette baie. Alors, pourquoi c'est important ? Eh bien parce que depuis les années 1600, depuis le XVIIe siècle, je dirais 1600 ou 1660, eh bien, ça fait 250 ans, donc 1600, le Japon est dans ce qu'on appelle une période isolationniste. Depuis les premiers colons, les premiers marchands, les premiers évangélistes européens qui sont arrivés au Japon au XVIe et début XVIIe siècle, eh bien le Japon s'est renfermé sur lui-même pour se protéger de la venue de ces gens bizarres. Seul à Nagasaki était autorisé le commerce avec quelques marchands néerlandais, mais sinon, depuis 250 ans, le Japon est fermé au monde et n'a pas suivi les changements. Les changements qui ont eu lieu entre le 17e et le milieu du 19e siècle, ce qui est quand même assez énorme dans le monde. Hein. Non, t'inquiète, Gallios. Et en fait, le marché japonais, c'est un marché qui est vu par les Européens comme un marché très potentiellement profitable. Et en fait, on a des Américains, 4 bateaux américains commandés par Matthew
Perry. Vous connaissez sûrement le nom de Matthew Perry parce que c'est le nom d'un acteur qui a joué dans Friends, Chandler, voilà. Et bien c'est le même nom. Il y a un Commodore américain, donc c'est un grade dans la marine américaine à ce moment-là, qui arrive avec 4 cuirassés à vapeur. Et alors les bateaux sont noirs déjà, sont plutôt de couleur très sombre, et ils crachent de la fumée noire parce que leur vapeur, ils fonctionnent au charbon en fait. Hein. Et donc du coup, c'est une vision qui est assez étrange pour des paysans japonais de Uraga qui... Alors on est à la sortie de la baie de Tokyo hein, aussi. Mais qui du coup n'ont pas eu accès à cette technologie de la vapeur. C'est une vision un peu menaçante. Alors, soi-disant, Matthew Perry arrive pour porter un message d'amitié au shogun, mais en même temps, le message d'amitié comprend des termes tels que si vous n'ouvrez pas vos ports au commerce avec les Américains, je reviens et je vous défonce la gueule. Bonjour Coin Coin, je ne suis pas à Amiens. Sinon, en vrai Coin Coin, sinon je t'aurais dit viens on va voir le Tour de France. Mais sinon, mais vu que je suis pas à Amiens, mais il va passer sous tes fenêtres. Hein. Moi je serais toi, je lancerais un stream, stream Tour de France hein, cet après-midi là à 13h. Départ 13h je crois. Donc faut que tu lances un stream à 13h. Et oui, Gallios qui revient en choses importantes, c'est ce qu'on appelle le début de la politique de la canonnière, c'est-à-dire que les Européens vont copier les Américains ensuite pour demander aux Japonais, aux Coréens, aux Chinois, demander de plus en plus de concessions commerciales et même parfois territoriales, en mode bah soit vous nous donnez ce qu'on veut, soit on vous défonce la gueule. Et cette arrivée des Américains au Japon va quand même signifier la fin de la période Edo et commencer une nouvelle période qui est celle de l'ouverture du Japon au monde et une ouverture à marche forcée qui mène ensuite en 1905 à la victoire japonaise sur les troupes russes et sur la flotte russe. Donc, et donc du coup l'arrivée du Japon en grande pompe dans le concert des nations. Il y a un très bon quand l'histoire fait date à ce sujet. À quel sujet? Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais il y a des nouveaux quand l'histoire fait date. Il y a des nouveaux quand l'histoire fait date qui sont sortis. Il va falloir que j'aille checker lesquels sont. Lesquels. Bon, ils sont tous intéressants, mais. Bah non, Hit. J'avais prévu d'y aller. Et puis finalement, j'ai eu l'appel de la meuf. De ma meuf. Et je me suis dit, bah. Je préfère quoi? Je préfère aller voir ma meuf ou le Tour de France. Et j'ai choisi d'aller voir ma meuf. C'est quand même bizarre. Sur l'arrivée des US au Japon, il y a un histoire fait date. Ah, bah on pourra peut-être le regarder tout à l'heure alors. Faudrait que. Est-ce que t'as le lien, Nina? Est-ce qu'il est sur YouTube ou est-ce qu'il est sur France TV? Ça pourrait être intéressant. Est-ce que tu pourrais me l'envoyer en. Je sais pas où. On verra tout à l'heure. L'amour plus fort que le tour. Oh, c'est beau ce que vous dites. C'est très très beau. 1982, et pour la première fois peut-être, je vais vous parler d'un événement, un événement footballistique, voilà, qui a marqué la France du football dans les années, enfin en 1982, le 8 juillet. C'est ce qu'on appelle la Nuit de Séville, un événement historique footballistique français en France en 1982. Un événement traumatique. Je pourrais aller voir le Tour de France à Caen. Je pourrais aller le voir à Caen, je pourrais aller le voir à Bayeux.
Mais un peu flemme. Voilà. Après, c'est vrai que le Tour de France à Caen, c'est dans 2 jours. Non, c'est demain. Et dans 2 jours, c'est à Bayeux. Je pourrais y aller demain, mais ça me coûte 20 balles. Ça me fait un peu chier. Surtout que c'est pour un contre-la-montre. Et contre-la-montre, c'est pas très intéressant. Je pourrais aller à Bayeux. C'est vrai que je pourrais aller à Bayeux jeudi. Mais ça veut dire que du coup... Bon, bref. Je pourrais aller voir le départ à Bayeux en train. Le mec veut pas crier pour l'inflip. Oh, moi, généralement, je crie pas. Hein. Je crie pas. La dernière fois que j'ai vu le Tour de France, c'était à Paris. J'étais allé à Paris voir l'arrivée du Tour de France. J'avais fait Amiens-Paris en train pour aller voir l'arrivée du Tour de France rue de Rivoli. Enfin, aux Champs-Élysées et ensuite rue de Rivoli. Enfin, du coup, moi, j'étais rue de Rivoli. Mais le Tour de France arrivait aux Champs-Élysées, bref. Bref. Mais en vrai, mon coin, si t'es motivé, tu peux y aller. Tu peux aller au départ. Le départ, c'est au cirque. C'est boulevard des Otages. Ce qui m'intéresse dans le Tour de France, c'est le parapet. Oui, bien sûr. Bien sûr. Attention, Philippe, le parapet. Bah, en parlant de parapet, hier, il y a eu quand même 3 grosses chutes au Tour de France. Allez, on est parti dans le sport. Ah, ça me gratte l'œil. Tour de France, étape 3. Il y a eu des chutes hier. Hein. Hier. Dans un premier temps, c'est Vermercier. Alors. Voilà. Alors, il faut regarder. Hier, il faut regarder. Lui, là. Il a le maillot vert. Il a gagné la première étape. Et là, c'est un sprint intermédiaire. C'est-à-dire que c'est pas l'arrivée. Mais il y a des points qui sont donnés au premier qui arrive. Aux 10 premiers, je crois. Et du coup, ils se battent pour avoir des points. Et alors là, déjà, il se passe un miracle. Regardez lui qui est en maillot rouge et jaune. Le maillot Cofidis. Regardez le miracle. Voilà. Là, les deux, ils sont en train de se rentrer dedans. Hein. Donc là, généralement, si vous êtes un cycliste du dimanche, vous tombez. Hein. Et là, il se retrouve presque par terre. Il se relève sur son vélo à 70 km/h. Par contre, lui, il peut pas l'éviter. Et kaboum. Kaboum, clavicule pété. Finito. Finito le Tour de France. Voilà. Première chute. Et ensuite, une autre chute. Ça n'a pas arrêté de chuter hier. Faut regarder ce qui se passe ici, là, au milieu du peloton. Voilà, il y a lui qui rentre dans le Boraon Greux. Et du coup, bam, et fin du Tour de France pour Florian Lipowitz aussi. Non, c'est pas nouveau les sprints au milieu de l'étape. C'est pas nouveau du tout, ça fait très longtemps. Voilà, donc Florian Lipowitz out. Et on arrive, et voilà, et là on arrive à 600 mètres de l'arrivée. Donc là ça va vite. Hein. Là pour ceux qui se rendent pas compte, voilà, on est à 60 km/h en ville, juste avant un virage. Voilà, les types sont à 60 km/h. Hein. Et là, voilà quoi. Là, vous avez vu sur la droite de la route, il y a eu problème. Ah,
j'ai mis un peu trop avant. Alors regardez bien en bas de votre écran. Encore le Cofidis. Hein. Hop. Et hop là. Voilà. Je sais pas s'il a abandonné Emilien Janière. Et le Cofidis qui tombe, c'est le même que tout à l'heure. C'est Brian Cocard qui a fait tomber Philipsen. Alors vraiment, il a pas de chance. Hein. Les 2 fois, c'est pas vraiment sa faute. Bref, voilà. Donc ça, c'est le Tour de France. Et effectivement, c'est dû au fait que l'étape a été assez lente. Et du coup, là, les coureurs, ils ont plein d'énergie. Ils sont très stressés aussi parce que c'est le Tour de France. Et ils font un peu n'importe quoi. Voilà. Ils donnent vraiment tout. Ils sont prêts à tout risquer pour gagner une étape. Alors, on revient au jour du jour. 1982, la nuit de Séville, c'est quoi? C'est France-Allemagne. 1982, demi-finale de la Coupe du Monde. Et en fait, c'est un match historique dans le sens où je dois avoir un cocard s'il tombe toujours, Brian Cocard, bien joué. En fait, France-Allemagne 1982, c'est la demi-finale de la Coupe du Monde qui se déroule à Séville. Une nuit très chaude, hein, comme le disaient les joueurs à ce moment-là. L'Allemagne, alors c'est l'Allemagne de l'Ouest, hein, c'est pas l'Allemagne de l'Est, c'est la RFA. Et en fait, il y a une grosse animosité, bien évidemment, entre les Français et les Allemands. Hein, on n'a pas encore dépassé la Seconde Guerre mondiale. Et il y a une grosse rivalité aussi sportive. La France est favorite. La France a sorti le Brésil en quart de finale au tir au but, avec des tirs au but. Alors Platini, il manque le sien, mais Luis Fernandez marque son tir au but en quart de finale et envoie la France en demi-finale contre l'Allemagne. Et le match est très disputé. Il y a 3-3. 3-3. Enfin, il y a un partout avant la fin du temps réglementaire. La France mène 3-1 en prolongation et se fait rattraper 3-3. Donc il y a 4 buts en prolongation. Voilà. Et ensuite, on va au tir au but et la France perd 5-4. Malgré tout, l'événement qui marque ce match et qui laisse aux Français un traumatisme, c'est effectivement l'attentat de Ralf Schumacher. Attends, c'est Ralf qui s'appelle Harald. C'est pas Ralf. Ralf, c'est la formule Harald. Harald Schumacher. Qui commet une tentative d'assassinat en 4 cas sur Battiston. Voilà, un attaquant français. Non, pas eu de bagarre. Pas eu de bagarre, mais... Ah oui. Alors on va remettre la vidéo depuis le début. Il est battu. Voilà, là, le gardien, il peut plus avoir le ballon. Hein. Là, vous vous dites, bon, qu'est-ce que tu fais? Il ne peut pas avoir le ballon. Et il essaye d'une seule chose, c'est de tamponner Patrick Battiston. Bah Ah, la musique, elle est folle. Tout le monde l'a vu. Donc en fait, voilà, si vous avez mal vu, le gardien allemand, il sort pied en avant, cul en avant, dans la tête du joueur français, à vitesse maximale. Et Battiston, lui, voilà, l'a pas vu venir. Et Battiston tombe KO. Lang, il est en train de mourir, hein, là. Là, s'il n'a pas d'aide, voilà, alors ce qui est le plus marquant, c'est
Je sais pas si on va le voir là, mais c'est sa main ici. Vous allez voir, c'est sa main. Ouais, on le voit pas très bien là, mais en fait, sa main se raidit et après elle tombe au sol en mode dernière respiration, quoi. Donc forcément, ça choque tout le monde, hein. On se dit, quelqu'un, un arbitre qui voit ça, il se dit bon, bah il y a carton rouge. Euh, voilà. Eh bien non, l'arbitre du match ne siffle rien, pas faute, pas de carton. Alors que Baptiston sort sur civière avec assistance respiratoire et il va directement à l'hôpital. Voilà. L'arbitre dit bah c'est un fait de jeu, hein, en vrai, le gardien, bon, voilà, bon, il a tenté de jouer le ballon, quoi. Et donc du coup, la France menait à ce moment-là et les joueurs français sont traumatisés parce que ils ont été voir Baptiston. Baptiston avait la gueule explosée, il était en souffrance, il avait des spasmes de douleur, etc. Et donc du coup, bah, le match continue et les Allemands, eux, sont shootés. Alors on le sait aujourd'hui, hein, il y a des joueurs allemands qui ont témoigné, et notamment Harald Schumacher lui-même, le gardien allemand, qui dit qu'ils avaient tous pris des amphétamines. Certains avaient pris de la cocaïne avant le match, et voilà, un mélange pour certains de amphétamine et cocaïne qui les a surexcités pour le match. Voilà. Et donc du coup, Schumacher a dit qu'il n'était pas dans son état normal et qu'il était extrêmement agressif. Bonjour Guinea Pig. Bah, est-ce que tu fais juste ça pour le paraître, ou est-ce que tu peux juste me suivre aussi parce que c'est intéressant ce que je dis? Tu vois, par exemple, en vrai, Guinea. Les deux, tu te rattrapes, tu te rattrapes. Mais voilà, tu pourrais dire je te suis parce que c'est intéressant ce que tu dis. Pour commencer, au lieu de dire je te suis pour faire chier quelqu'un d'autre. C'est un peu chiant, voilà. C'est un peu chiant pour moi, quoi. J'ai l'impression d'être un peu un objet de pour ta querelle avec Pantoufle. Faites attention quand vous écrivez des choses dans le chat, dans le chat des streamers. Soyez un peu plus sensible, s'il vous plaît. Et tu pourrais dire bonjour avant de... C'est vrai que t'as dit hello en deuxième message. Ouais, c'est... un peu de tenue, s'il vous plaît. Voilà, donc c'est la nuit de Séville, et ce match contre l'Allemagne, aujourd'hui, il est toujours évoqué quand la France joue contre l'Allemagne dans une compétition internationale. Notamment là où ça a été très fortement évoqué, ça a été en 2014 à la Coupe du Monde, les quarts de finale de la Coupe du Monde 2014 où la France joue contre l'Allemagne, on perd 1-0, il n'y a rien à dire, voilà, il n'y a pas eu de problème. Et demi-finale de l'Euro 2016 en France, où là du coup c'est une demi-finale. Et le souvenir de cet épisode en 82 a été très fortement invoqué, et la France avait gagné 2-0 contre l'Allemagne à ce moment-là. Et c'était un peu... Voilà, la France a vengé la nuit de Séville parce que depuis 82, la France n'avait jamais gagné contre l'Allemagne en compétition officielle. Maintenant, ça a été réparé, voilà. Non mais, Guinea, ok, c'est une blague. Mais si tu prends la perspective juste humaine, est-ce que ça te plairait, toi, en tant que streamer, qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui dit ouais, alors je te follow, hein, mais bas les couilles de ce que tu fais, c'est juste pour emmerder quelqu'un, hein. C'est pas fou, hein. Euh, Parce que moi, je le prends comment? Je le prends en mode bah, je te follow, je te le dis
parce que j'ai envie de me vanter, et ensuite je me tire, et puis adieu, quoi. Tu vois? Et tu restes pas. C'est un peu ça que moi j'ai lu dans ton message. Mais après, voilà, c'est peut-être une mauvaise expression de ta part. Il y a des tests antidopage au foot. Oui, maintenant il y en a. Il n'y en avait pas forcément beaucoup avant. Maintenant il y en a. Et bah, notamment, on a eu Paul Pogba. Hein. Paul Pogba, joueur très réputé, qui a été pris pour dopage à la Juventus. Et qui a pris 2 ans de suspension. Alors un joueur de foot qui est pris pour dopage, c'est quand même très rare. Hein. C'est comme les tests antidopage sont pas très répandus, mais bon, lui il a été pris et voilà, Pogba du coup qui a eu 2 ans de suspension, il a arrêté aussi 2 ans de plus parce que il avait des problèmes avec ses frères, il a été pris en otage, il a été séquestré chez lui contre de l'argent et en fait on s'est rendu compte après que c'était ses frères qui avaient orchestré ça pour lui soutirer de l'argent. Bref, des histoires. C'est ses frères joueurs de foot aussi. Hein. Donc, bref. Et Pogba qui du coup a relancé sa carrière, là, qui va relancer sa carrière à Monaco la prochaine saison. Ouais, c'était assez bizarre parce que il y avait des histoires de communiqués interposés. Florentin Pogba, son frère, qui jouait à Saint-Etienne à l'époque, il avait fait des vidéos pour menacer son frère. C'était très étrange. Très, 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 très étrange. Il y avait une histoire de marabout aussi. Les frères de Pogba avaient il semblerait, marabouté Mbappé parce que Mbappé prenait la lumière par rapport à Pogba et donc du coup il voulait qu'Mbappé ait une mauvaise carrière et bref, il y avait il y a des histoires très cheloues, très très cheloues, très étranges. Qui est né en 1621 et alors j'imagine que vous connaissez. Je ne vois pas qui ne connaît pas cette personne. Quelqu'un qui est un fabuliste. C'est comme ça qu'on appelle fabuliste. Pas un fabulateur. Hein. Quelqu'un qui a écrit des fables. Et peut-être les fables les plus connues, en tout cas en France. La cigale et la fourmi, le lièvre et la tortue, le loup et l'agneau. Le corbeau avec le fromage là, votre ramage est égal à votre plumage, sans embâche. Bien joué, triple buse. Jean de La Fontaine. Voilà, Jean de La Fontaine. Bonjour Ikram. Bonjour, bonjour Jean de La Fontaine. Fabuliste, exactement. Voilà. Beaucoup d'animaux. J'aime beaucoup cette illustration avec le PNG derrière là. On voit le truc PNG. Il est né à Château-Thierry, c'est un Picard. Voilà. Picardie RPZ. Alors comme ça, je ne serai plus capable de vous citer, de vous réciter des fables. J'avoue que je les ai effacées de ma mémoire. Est-ce que vous avez encore un souvenir le souvenir de fables? Attendez, on va regarder. Corbeau, fromage, ramage. Le corbeau et le renard. Voilà. Mettre corbeau sur un arbre perché.
tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, que l'on ne l'y prendrait plus. T'as fait tes études à Gris, à côté de Château-Thierry. Ben voilà, voilà. Non mais Nina, elle a vécu en Picardie. Alors, ah, c'est pour ça que Nina, c'est l'une des meilleures vieweuses. Parce qu'elle a vécu en Picardie. Hein. Château-Thierry, que j'aime ton Château-Thierry. Après, un peu loin de ma Picardie à moi, quoi. Mais c'est pas grave, hein. Est-ce que c'est beau, Château-Thierry? Allons au pont. Voilà, allons au pont. Ouais, ben, c'est exactement comme j'imaginais que c'était. C'est exactement comme j'imaginais que c'était. On a exactement les mêmes maisons, les mêmes bâtiments à Amiens, à Beauvais, à Senlis, à Soissons. C'est exactement pareil. Voilà. C'est vraiment un copier-coller. Ouais, en CM2, c'était un peu par cœur les fables de La Fontaine. Moi, je me souviens que j'avais sûrement appris celle-là, mais je me souviens pas forcément d'autres. Parce que le lièvre et la tortue, je crois pas que je me souvienne de... Ah non, attendez, on va faire la cigale et la fourmi. La cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle. Avant loup, foi d'animal, intérêt est principal. La fourmi n'est pas piteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud? Dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Voilà. Ça vous rappelle peut-être des souvenirs. Je connais quelques vers de celle-là, mais je pense pas que c'est parce que je les ai appris. Je pense que c'est parce que je les ai entendus à droite à gauche. En conclusion, il faut travailler toute l'année. Voilà. Les chanteurs, on les déteste. Par exemple, genre si vous êtes chanteur, eh ben, vous méritez pas qu'on vous donne de l'argent. Voilà. Ah, moi, c'est exactement ce que je pense. Les artistes, les gens qui ne font pas de métier, qui amènent de la valeur ajoutée directe, instantanée. Genre, les bons métiers, c'est quoi? C'est les vendeurs, c'est les commerciaux, etc. Ça augmente la valeur des choses. Bah, ça, c'est des bons métiers. Artistes, profs, chercheurs, ça n'a aucune valeur. Vous ne produisez pas de la richesse. Donc, streamer, par exemple, streamer histoire, voilà, on ne produit pas de richesse. Donc, du coup, ça ne mérite pas d'argent. Voilà, exactement.
Elle est pas Psancor, cette femme. Ah là 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 là. Ah, les fourmis. Alors là, la fourmi, elle est de droite, effectivement. Hein. La fourmi est très de droite. En plus, elle demande à la cigale de danser pour la satisfaire, quoi. La fourmi a un PB. J'ose le dire. La fourmi a un PB. 1838, naissance d'un inventeur allemand qui a inventé quelque chose, mais il n'y a jamais cru. Voilà. C'est-à-dire qu'il a inventé quelque chose, il a fait des espèces de crowdfunding de l'époque, c'est-à-dire des appels à dons, à contribution pour pouvoir financer les expériences avec son invention. Et au moment de la Première Guerre mondiale, il se dit en vrai, ça va flop. Et donc du coup, il change et il aide à produire des avions bombardiers pour l'armée allemande de la Première Guerre mondiale. Mais avant, il faisait quelque chose d'autre. Et ce quelque chose, c'est une amélioration d'une invention française qui est arrivée dans les années 1780, hein, avec le ballon. Eh bien, il a amélioré le ballon et il en a fait quelque chose avec une armature en métal et un ballon bien plus grand, des nacelles et de quoi piloter dans les airs de manière beaucoup plus précise. Ce qu'on appelle aujourd'hui des... Il va falloir que je vous fasse un dessin. Alors oui, des dirigeables, oui, mais il y a un autre nom. Hervé dirigeable. Non, 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 un allemand. Un Zeppelin, voilà. Et donc c'est la naissance de Ferdinand von Zeppelin, qui n'a jamais cru en son invention. Il avait pas de... Comment dire? À partir de... Vers la fin de sa vie, voilà, donc le comte Ferdinand Adolf August Heinrich von Zeppelin, eh bien, vers la fin de sa vie, il se dit, en voyant ces ballons, en vrai, les gars, ça va pas marcher. Enfin, il y a les avions qui arrivent. C'est surtout ça. C'est qu'il a vu les avions arriver. Il s'est dit, mais les avions, c'est beaucoup plus mieux qu'un dirigeable. C'est plus manœuvrable, ça va plus vite, c'est plus pratique, c'est moins dangereux. Bah, mon invention, elle sert à rien. Et donc du coup, ensuite, il a été construire des bombardiers pour l'armée allemande jusqu'en 1917 où il est mort. Il avait raison. Bah oui, il avait raison. Il était pragmatique. Les dirigeables à cette époque-là, bah, c'était une hype passagère. Après, aujourd'hui, moi je me pose la question, les avions, aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué. Si on est réaliste et qu'on veut pas brûler tout le carburant sur Terre et brûler toute la Terre, on va devoir à un moment interdire, limiter très 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 fortement les déplacements en avion. Alors, si on veut se déplacer dans les airs, est-ce qu'on pourrait pas essayer d'améliorer les dirigeables? Parce que aujourd'hui, en fait, on n'utilise plus de dirigeables, mais on aurait très certainement des technologies qui permettraient d'améliorer très fortement cette invention des zeppelins et des dirigeables. Alors, ça reste malgré tout dangereux, hein, parce que on a à l'esprit, et j'imagine que vous l'avez, à l'esprit la catastrophe du Hindenburg à New York en 1938. C'est un dirigeable allemand qui s'appelle le Hindenburg, voilà, qui prend feu au décollage et qui, du coup, le ballon qui est rempli de gaz extrêmement inflammable, eh bien, brûle en quelques secondes et
et le ballon tombe au sol et les gens meurent brûlés. Enfin, c'est une catastrophe, et notamment une bonne partie de la famille royale allemande, hein, qui était dedans. D'ailleurs, à noter que von Zeppelin fait un appel aux dons pour son invention. Il met en place son invention, il le fait décoller avant que tous les dons soient arrivés. Hein, c'est un peu, il fait ça à crédit. Et au moment de faire décoller son invention, bah, le premier vol de son invention se termine en catastrophe parce que le ballon s'écrase au sol. Le Zeppelin s'écrase au sol et brûle. Voilà. Ah oui, l'atterrissage, pardon. Pas le décollage, c'est l'atterrissage pour l'Hindenburg. Ils avaient traversé l'Atlantique, si je me souviens bien. Hein. Ah, ça c'est un follow. Ceci est un follow. Merci pour le follow, Samax Tripwood. Bonjour, bonjour, bonjour. Ah, on a une théorie du complot sur le Hindenburg. Alors, le Hindenburg, on peut vous le montrer. Hindenburg crash, parce que oui. Sachez qu'on a des vidéos. On a les vidéos du Hindenburg qui se crash. Voilà, vraie image du Zeppelin Hindenburg à l'atterrissage à New York. Voilà. Voilà, voilà. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'en fait, là on l'entend pas, mais il y avait une espèce de, voilà, il y a un journaliste qui dit en direct ce qui se passait. Ce qu'on entend là, je crois que c'est, enfin, ce qu'on entend. Ouais, le monsieur qui parle, il parle pas à la télé, il parle à la radio, il fait une couverture radio de l'arrivée du Hindenburg à New York. Pourquoi? Parce que c'est quand même un Zeppelin qui comporte la famille royale allemande, et donc du coup ça reste quand même intéressant. Et un événement qui arrive aux États-Unis. Et là, bah. Get it started, get it started. It's fire and it's crashing. It's crashing terrible. Oh my, get out of the way, please. It's burning, bursting into flames and it's falling on the mooring fast. All the folks between us, this is terrible. This is one of the worst catastrophes in the world. Oh, it's like 400 or 500 feet into the... Ouais. Je trouve ça très impressionnant. Et donc sans Ferdinand von Zeppelin, on n'aurait pas eu ça. Je trouve qu'il ressemble à Clémenceau un peu. Pour moi je trouve qu'il ressemble à Clémenceau. Sosie sur 20. Ouais, on est pas mal quand même. Hein. On est pas mal. On est pas mal sur le sosie. Alors peut-être parce qu'ils sont chauves à moustache. Peut-être que c'est ça. Un vieux chauve à moustache. Mais je trouve que ça lui ressemble. Ah, c'est un moment d'indignation pour moi. Voilà. Je vais dénoncer. Je vous le dis, je vais dénoncer. C'est quelqu'un que vous ne connaissez sûrement pas. Mais moi, je lui porte une antipathie éternelle. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui faisait de l'archéologie. C'est un archéologue britannique qui a fait de l'archéologie très
salement. Voilà, et qui a pratiqué quelque chose qu'on appelle l'anastylose. Je vais vous expliquer ce que c'est. Qui a détruit un site archéologique qui aujourd'hui est quand même extrêmement visité en Grèce. Mais quand je l'ai visité, j'avais un malaise. Voilà, très gros malaise parce que c'est pas très assumé que ce que vous voyez là-bas. Alors, il y a des ruines qui sont authentiques, mais quand vous y allez, il y a des trucs qui ont été reconstitués selon ce qu'on pensait être de l'époque. Et c'est du béton. Et en fait, plus on en apprend sur la civilisation minoenne et crétoise, plus on se rend compte que c'est n'importe quoi. Et que c'était juste un espèce de fantasme de cet archéologue britannique qui s'appelle Arthur John Evans. Voilà. Arthur John Evans. Voilà. Cet homme qui a fouillé en fait en Crète le site de Knossos. Knossos, c'est ici. Voilà. Non, j'y suis allé, donc je me permets. Hein. Voilà. C'est un site. Voilà. Ah, ok. Étrange. Voilà, donc ça, les puits, c'est ok. Vous voyez, c'est laissé à l'air libre. Voilà, on n'a pas été faire chier, donc c'est ok. Mais ça, vous voyez, ces pierres là, ça c'est du béton, ça. Voilà. Ça c'est du béton. On vous fait croire que ça a été vieilli exprès. On vous fait croire que c'est d'époque. Ça c'est du béton. Voilà. Le dallage n'est pas d'époque. Voilà. Ici, gros béton par terre. Dallage, pas d'époque. Ça, pas d'époque. Ça, rien d'époque. Ça a été laissé comme ça en mode oui, c'est une ruine qu'on a trouvée. En fait, non. Il a demandé à des artistes peintres de la fin du 19e, début du 20e, de faire des peintures qu'on imaginait être des peintures de cette époque-là. Sauf qu'en fait, on se rend compte que c'est fait avec un style plutôt moderne qui n'est pas du tout correspondant à ce qu'il y avait à l'époque. Ça se voit que c'est du béton. Mais oui, mais on te le vend, en fait, c'est pas assumé. C'est-à-dire que on te le dit à demi-mot que c'est pas vraiment le site tel qu'il est, en fait. Vous voyez, ça se voit que c'est pas le cas. Et quand tu vas là-bas, on te le dit pas forcément. On te le dit entre les lignes. On te dit pas que ça correspond pas aujourd'hui. On te dit que Arthur John Evans a travaillé sur la civilisation minoenne et que à partir des indices et des preuves archéologiques qu'ils ont trouvées à ce moment-là, ils ont reconstruit comme c'était il y a de cela 4000 ans. 3000 ans. 3500 ans, 3500 ans. Sauf que non. Aujourd'hui, on sait que c'est faux. Et il y a un retard de 50-60 ans sur ce que dit le site archéologique et ce qui est réel. Par exemple, il a... est-ce que je peux retrouver la salle du trône ? On vous présente la salle du trône. La musique est très bien en plus par rapport à ça. La salle du trône, je sais plus où elle est. On vous présente la salle du trône, on vous dit ici c'était l'emplacement de la salle du trône. Il y avait le siège, le palais, les peintures et tout. Donc ça ressemblait à ça, nanani, nanana. Et on vous dit ensuite qu'il y a des trucs qui sont en dessous de la salle du trône, qui sont postérieurs à la salle du trône. Alors du coup, ce n'est pas possible.
C'est-à-dire que quand vous faites de l'archéologie, plus vous fouillez, plus bas vous êtes, plus ancien vous êtes. Et en fait, aujourd'hui, on sait que la zone fouillée par Arthur John Evans ne correspond absolument pas avec les dates qu'il donne pour la reconstitution de la salle du trône. Si on voulait retrouver la salle du trône, s'il y en avait une, parce qu'on ne sait pas, à cet endroit-là, eh bien, il faudrait creuser encore quelques mètres. Donc voilà, c'est du faux, et c'est le site archéologique le plus visité de Crète. Et ça donne une fausse idée de ce que pouvait être la civilisation minoenne. Si vous voulez un truc beaucoup plus modeste, mais en même temps beaucoup plus vrai, et qui n'est pas dans le sensationnel, il faut aller à Lato. Si vous allez en Crète, il faut aller à Lato. Lato. Ah oui, ça c'est à Justiculaos, mais non. Là, ici, voilà, la ville de Lato, l'ancienne ville de Lato, où là, vous avez des ruines. Ah, ça paye pas de mine, hein. Ah bah là, oui. Mais voilà. Là, ça, c'est un mur avec des pierres. Ah, c'est... Ah oui, voilà, faut plus s'imaginer, là. Là, faut plus s'imaginer, mais vous avez des... Voilà. Ça, c'est des vraies ruines. Des vraies ruines d'il y a 3000 ans. Bon, on est très loin de ce qu'a fait Arthur John Evans et ce qu'ont fait les Britanniques. Voilà, à Knossos. C'était mon coup de gueule du jour. Coup de gueule historique. Je sais que peut-être que ça vous a perdu, mais il faut le dire de temps en temps. Voilà. Merci Nina pour le lien, je viens de le voir. Attendez 2 secondes. Je fais un petit truc, ça me prend 2 secondes. Voilà. Et non. Oh, n'importe quoi. Bref. Voilà, c'était Arthur John Evans qui est né en 1851, qui est né en 1941, qui est mort en 1941 si je ne me trompe pas. Alors, on change totalement de registre là, on va parler de quelque chose qui est peut-être en vrai, quoique, non. Je vous ai parlé de fantasmes historiques, peut-être de la science-fiction archéologique. Eh bien, on va dans la science-fiction française, la bonne science-fiction française, une actrice française qui est née en 1957, qui a joué, alors je ne vais pas vous dire ce qu'elle a joué, mais elle est très présente dans les Restos du Cœur. Voilà, c'est l'une des actrices préférées des Français. Qui se distingue par sa taille et par le fait que elle arrive à se téléporter d'un claquement de doigts. C'est effectivement Mimi Mati qui a joué dans Joséphine, Ange Gardien. Voilà. Bonjour Smog. Bah, bien vu. Bien vu de ne pas dire bonjour à Julien Courbet. Bravo. Ça fait plaisir. Alors Mimi Mati, sachez que moi je crois que je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu un seul épisode de Joséphine, Ange Gardien. Comme ça me dit rien. Elle fait quoi récemment ? Bon spectacle elle en fait plus, elle a arrêté la télé en 2022. Ah non, elle fait des trucs en 2023. Ouais, elle fait des petits
Elle fait des petits rôles, quoi. En même temps, je pense qu'elle peut vivre de Joséphine Ange Gardien sans aucun problème. Voilà, pas grand chose à dire de plus. Et acteur américain qui est né en 1958, qui a joué dans Apollo 13, qui a joué dans JFK, qui a joué dans Crazy Stupid Love, qui a un nom qui donne faim. Bonjour Canalogie. Le cinéma, c'est pas John Burger. Bah alors, t'es pas si loin. Gallios, t'es pas si loin. Parce que son nom de famille est le nom d'un aliment très américain. Quelque chose qu'on met dans le burger, notamment. John Steak. Non. Non. Alors c'est pas John, mais c'est un autre prénom très américain. Un prénom que les Français ont beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Il y a eu une période de gens qui s'appellent, qu'on ce prénom-là. Voilà. On a tous eu un dans notre classe. Kevin Cheddar. Et Canalogie l'a trouvé. C'est Kevin Bacon. Kevin Bacon, voilà, Kevin Bacon, que vous connaissez sûrement, voilà, vous connaissez sûrement sa tête, Kevin Bacon, qui joue dans Footloose aussi. Donc ton John Burger n'était pas si éloigné de la vérité, Gallios. Depuis quand il y a du bacon dans un hamburger? Mais tu es fou. Mais vous êtes... Mais forcément, il y a du bacon dans un hamburger. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Et ça peut être du bacon végétal, hein, attention, hein. Dans un burger végétal, bien évidemment. Comment ça, bah non? Comment ça, bah non? Bonjour, Xostu. Un burger, un bon burger, c'est quoi? C'est des buns. Voilà, des buns que tu fais un petit peu revenir dans le jus de tout ce que tu as fait cuire après, avant d'ailleurs. Voilà, donc tu fais ça. Ensuite, tu mets une petite sauce que tu prépares, la sauce de ton choix. La dernière fois que j'ai fait des burgers, moi j'ai fait une petite sauce, un petit mélange c'était du yaourt à la grecque, un petit peu de ketchup, de la sriracha, avec des épices, du paprika, du cumin, du thym, du basilic. Voilà, donc ça c'était très bon. Donc tu mets ça, voilà. Ensuite, tu mets ton steak, végétal ou pas. Ensuite, tu mets tes végétaux, tu peux mettre une feuille de salade, une tomate, tu peux mettre de l'oignon. Alors soit tu fais de l'oignon crispy, soit tu fais de l'oignon cru. Moi la dernière fois on avait fait un confit d'oignon au miel, voilà, avec Juma on avait fait ça. Un petit confit d'oignon au miel sur le steak. Alors sur le steak tu mets bien évidemment ton cheddar ou ton fromage à faire fondre, hein. Et tu le fais fondre en même temps que sur ton steak. Et ensuite voilà, tu mets un petit peu de bacon, un petit peu de sauce et tu refermes. Gallios qui nous dit qu'il a un palette Doberman. Voilà, son burger c'est fromage, steak, salade, tomate. Vous êtes des gens horribles. Mais comment ça? Pardon, mais ce que je viens de citer, c'est un très bon burger. Et alors, ce qu'on avait même fait et que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on avait mis de la feta. De la feta à demi fondue. Voilà. Et c'était très bon. Bonjour Astragal. Alors, je suis confus. Je suis confus par ces émotes, à la fois bretonnes et normandes. À mon avis,
à mon avis, il y a un conflit là en toi qui n'est pas encore résolu. Burger roquette mozza tomate confit. Oui, très bon, très bon, très bon. Feta chauffée, ben en vrai, moi j'avais jamais testé. Et en fait, là elle était juste chauffée un petit peu. Quand tu fais ton steak ou peu importe ce que tu veux pour ton burger, tu le mets sur la fin de cuisson, tu mets un peu de feta dessus. Tu mets un tout petit peu d'eau, tu mets quelques centilitres d'eau dans ta poêle. Et après, tu refermes. Comme ça fait la vapeur et ça fait fondre le fromage. Très rapidement. Et tu fais ça, genre, tu fais fondre 1 minute à peu près. Et tu mets sur ton steak, enfin, dans ton burger, c'est excellent. Ah non, mais t'inquiète, Astragal, ici, t'as pas besoin de faire de compromis. Ici, on est normand. Voilà. On est normand. Alors, je suis picard je suis ch'ti de naissance, picard d'adoption, et enfin picard de jeunesse, et très probablement par la suite normand d'adoption. Donc du coup, ici on déteste la Bretagne. Je n'ai pas le droit de me prononcer sur ce conflit parce que je suis bretonne du côté de ma mère et normande du côté de mon père. Yeah. Du coup, pour pas qu'on me fasse chier, je dis que je suis né à Versailles. Alors attention, parce qu'ici on est de gauche. Hein, tu sais ce qu'on fait aux gens qui sont potentiellement nés à Versailles. Hein. Les Normands, c'est le peuple de la contradiction. Bon, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, je ne sais pas. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Bref, on est parti de Kevin Bacon pour arriver sur les meilleures recettes de burgers. Ça m'extermine, voilà. Donc du coup, voilà, prochaine fois, essayez une petite sauce yaourt à la grecque, un petit peu de ketchup et sriracha avec les épices de votre choix. Mettez un steak avec un fromage classique, du cheddar à faire fondre, je sais pas quoi, et un petit peu de feta, un confit d'oignon au miel, voilà. Vous allez voir, avec des tomates, vous allez voir, vous allez vous régaler, bien évidemment. Vous pouvez mettre des pickles aussi. C'est vrai qu'on a des gros cornichons aussi, des gros cornichons russes là. On a ça aussi. Après, faut pas trop en mettre dans les burgers. Parce que si tu charges trop ton burger, après c'est chiant à manger. Donc faut vraiment faire des choix. Ou alors faut vraiment écraser ton burger, mais là... Comment ça, russe? Oui. Da. Moi je suis russe. Un peu de soleil, ça fera pas mal. Non mais il y a du soleil, hein. Alors pas aujourd'hui en Normandie, mais il y a du soleil, hein. Ça fait 2 jours qu'il fait gris et qu'il pleut. Mais toute la fin de semaine, il fait beau. Donc on sera très bien. On sera très très bien. Qui est mort en 1773? Vous le connaissez peut-être si vous êtes breton, notamment. Ou bretonne. Quelqu'un qui... Bah, c'est quelqu'un qui est breton, donc forcément qui est en rapport avec la mer. Qui est mort en 1700... Comment ça, mort en 1773? Et non, il n'est pas mort en 1773. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté sa date de naissance. Mais il n'est pas mort en 1773. Aïe, 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 aïe. J'ai fait une erreur dans mon... Ah, vous inquiétez pas, hein, c'est bien le jour de sa mort, mais j'ai noté sa date de naissance et pas sa date de mort. Il est mort en 1827. Voilà. Il est mort en 1827 à Sevran... à Saint-Servant. C'est un breton qui était corsaire
et qui est entré au service du roi de France en 1787. Ensuite, lors de la Révolution, il est resté au service de tous les gouvernements français jusqu'en 1808. Il s'est battu notamment contre les flottes anglaises, et son terrain de chasse, c'était les côtes africaines, le Mozambique notamment, et les côtes indiennes. Il a eu des accrochages à Pondichéry, au niveau de Goa, sur le large de la Somalie, etc. Et il a été plutôt efficace dans son métier de corsaire. Alors, vous avez dit Surcouf, Suffren, Surcouf, Duguay-Trouin. Alors, c'est quelqu'un qui est de la famille de Duguay-Trouin, mais qui est né après Duguay-Trouin. C'est effectivement Robert Surcouf. Alors, Robert Surcouf, qui est aujourd'hui encore célébré, hein, il a des sous-marins à son nom. Robert Surcouf, une fois qu'il a pris sa retraite de corsaire, qu'est-ce qu'il a fait, d'après vous ? Vous prenez votre retraite de corsaire en 1808 et vous avez passé plus d'une dizaine d'années dans l'océan Indien à vous battre contre des Anglais. Vous connaissez très bien les mers. Qu'est-ce que vous faites ? Quel est l'un des métiers en vogue à ce moment-là ? Qu'est-ce qui peut rapporter beaucoup d'argent ? Pêcheur, non. Géologue, non. Ah, c'est un truc pas très de gauche, hein. Un métier pas très de gauche. Et bien en fait, il va à Madagascar. Voilà, il va s'installer à Madagascar. Il devient marchand. Marchand d'esclaves. Voilà, il envoie des esclaves depuis Madagascar dans tout l'océan Indien jusqu'aux côtes américaines et en France. Voilà. Merci Unfolded, Laurie Sub, le 7e mois. Voilà. Merci, parfait. Bleu. Et oui, Robert Surcouf, célébré encore aujourd'hui en France, a fini sa vie comme marchand d'esclaves à Madagascar. Ah, ça, on oublie de le dire, hein. Typical breton. Ah, ça, voilà. François Bayrou. Pour une fois que François Bayrou dit quelque chose de bien. Quelque chose de cohérent. Voilà. C'est sûrement parce qu'il est breton qu'il est devenu marchand d'esclaves. Triple buse. Oui, mais c'était une autre époque. En vrai, à ce moment-là, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir parce que bon, oui, bon, à l'époque, l'esclavage, bon, c'était répandu. Non, hein, triple buse. Hein. L'esclavage avait été aboli par la Révolution française et il a été remis en 1803 aux endroits où ça n'avait pas été effectivement aboli, donc par Napoléon. Et il faut attendre 1848 avec Victor Schœlcher pour que l'esclavage soit aboli en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, etc., etc. Bah Exhaustu, je sais pas s'il nous entend, mais Exhaustu, il faudrait se sub si tu ne veux plus les pubs. Parce qu'en plus, si tu te sub, moi, je gagne de l'argent, toi, tu n'as plus de pub, et plus je gagne d'argent, plus le stream s'améliorera. Et tu auras une meilleure expérience. « 1943, c'est la mort dans un train en direction de l'Allemagne du résistant français le plus connu. Il est mort des suites de torture. Arrêté à côté de Lyon, à Caluire en je sais plus quoi, sur dénonciation. Il a été le créateur du Comité national de la résistance. Effectivement, c'est Jean Moulin, une figure de la résistance lyonnaise qui coordonnait toute la résistance française avec les forces françaises libres et les forces françaises
de l'intérieur, mais en tout cas la zone et voilà, la zone libre et la zone occupée, qui a été l'un des premiers résistants et qui était en relation avec De Gaulle, et qui du coup mort des suites des tortures subies en détention parce qu'il n'a pas dénoncé les gens avec qui il travaillait. Et il a été arrêté le 21 juin 1943. Voilà, c'est Jean Moulin. Fun fact, les principales villes de cette activité sont Bordeaux, Le Havre et La Rochelle. On a l'impression que c'est beaucoup. Nantes et la Bretagne parce que ce sont des villes qui ont fait le choix patrimonial d'accepter leur passé d'éduquer aux horreurs qui sont passées. Oui, à Nantes, il y a... des choses qui ont été mises en place dans la ville pour affronter ce passé d'esclavagiste. À Bordeaux, je sais pas. Le Havre non plus. J'avoue que je sais pas non plus pour La Rochelle. Brest, hein, Brest aussi a eu un passé esclavagiste. À Bordeaux, il y a juste une statue sur les quais. Ouais. Un peu léger, quoi. Un peu léger. Alors que Bordeaux était le premier port marchand d'esclaves en France. Il y a un musée à La Rochelle. Ok. Mais ça reste encore aujourd'hui, cette mémoire de l'esclavage en France, ça reste assez léger. Hein. Dès qu'on commence à gratter la surface, on a tout de suite une levée de bouclier. Oui, mais bon, on va pas faire de la repentance. Et puis, c'est bon, la France, on va pas s'excuser quand même. Puis c'était du passé. Et puis bon, ils sont un peu, ils ont un peu trop de ressentiment là, les gens, les descendants des esclaves. En vrai, s'il n'y avait pas eu la France, ils vivraient pas là où ils vivraient. Ils seraient encore en Afrique. À tailler des cailloux, ouais. C'est grâce à nous qu'ils sont en Guadeloupe. Hein. Puis il fait beau en Guadeloupe, en vrai, ils devraient être contents, hein. Oui, alors oh oui, vous descendez, vous faites tomber des statues de Colbert. Bon, alors, Colbert, alors oui, c'est le code noir. D'accord, mais Colbert, c'est quand même quelqu'un qui a fait pour l'économie française sous Louis XIV. Et Louis XIV, c'est le roi soleil. Donc c'est la grandeur de la France. Hein. Il vaut mieux parler de ça que de se s'auto-flageller, voilà, à cause de la gauche, les wokistes. Alors maintenant, on devrait oublier tout ce que la France a fait, hein, au nom que c'était pas bien moralement pour aujourd'hui. Non, moi je suis pas d'accord. Assez de cette attitude victimaire, parce qu'aujourd'hui ça fait que les enfants ils détestent la France, et si on déteste la France, si on déteste son pays, eh bien on veut le détruire de l'intérieur, et on devient wokiste, et on devient LGBT, et on devient islamo-LGBT, voilà. Alors, je me suis peut-être emporté. Le bol d'histoire de droite, exactement. Je suis Stéphane Bern. Oh non, Stéphane Bern, il est un peu plus modéré que ça. Mais je suis le bol de Zemmour. Ah mais on est d'accord, Soviet. Ouais, on est d'accord. C'est très important. Moi, je suis pour l'histoire romancée. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est à travers la discipline historique, de raconter des histoires qui font rêver les enfants. Voilà. Stéphane Bern, il a juste un kink pour toutes les familles royales. Voilà. Il a un kink dorure, il a un kink... voilà, il a un kink 17e, 18e siècle. Faut pas lui en vouloir. C'est son kink. Écoutez, hein, il est malgré tout sympathique. Quelqu'un d'autre qui est très sympathique. Peut-être l'homme le plus sympathique qui ait existé sur Terre. Vous vous rappelez peut-être que quand Pantoufle avait fait un concours de construction sur Minecraft, eh bien j'avais construit, tard à l'époque, il y a un an et demi, j'avais construit la maison natale de cet homme sur le mont Pektu, en Corée du Nord.
voilà, dans les bois, sur les flancs de la montagne sacrée de Corée du Nord. L'homme qui est notre cher leader spirituel, notre cher leader politique, celui qui a écrit les préceptes du Juche, qui a notamment créé les licornes, les hamburgers et sauvé le peuple nord-coréen de la ruine face aux Américains, face aux Japonais, qui à lui seul a repoussé grâce à son génie et sa férocité militaire tous les envahisseurs de Corée du Nord. Voilà, quelqu'un qui nous a appris à vivre ensemble, qui qui a sauvé le peuple nord-coréen. C'est Kim Il-sung, qui est mort le 8 juillet 1994. Voilà. Alors en fait, tu vas peut-être... Tu as peut-être l'impression que je parle souvent du même, sauf qu'en fait, soviet, c'est parce que tu es raciste. Et que quand je parle de Kim Il-sung, tu crois que je parle de Kim Jong-un. Et quand je parle de Kim Jong-un, tu crois que je parle de Kim Jong-il. Voilà. Donc du coup, tu confonds les Coréens. Voilà. Tu confonds les Coréens. Notre cher leader, le créateur de l'idéologie du Juche, voilà. Cet homme est le plus grand homme qu'il ait pu exister sur Terre. Contrairement à... Alors lui, il est mort de mort naturelle, hein. Voilà, parce que bah voilà, c'est quelqu'un... Un Kim ne peut pas mourir autrement que de vieillesse, après avoir accompli son devoir, qui est de protéger le peuple nord-coréen, de le guider. Alors que, peut-être que vous vous souvenez qu'en 2022, il y a de ça 3 ans, le Premier ministre japonais s'est fait assassiner au Japon. Et oui, le Japon, cet endroit si calme, sans délinquance, si discipliné, si droit, si carré, si propre. J'aime bien, hein, regardez. Moi, j'aime bien, comme tous ces gens qui sont fans du Japon, tous les weebs, j'aime bien aller au Japon. Voilà, on va au Japon. On va à un endroit random au Japon. Je clique ici, dans Shizuoka. Et regardez-moi ça. Regardez comme c'est propre. Regardez comme c'est beau. Regardez-moi cette rue. Ah, on n'aurait pas ça en France, hein. Voilà. Regardez ces maisons absolument incroyables. Cette maison, elle est magnifique parce que, en fait, elle raconte l'histoire du Japon avec cette voiture. Une voiture. Regardez comme les Japonais sont bien garés. Le respect du parking. Voilà. Tout est droit. Rien ne dépasse. Ça, c'est le Japon qu'on aime. Le portail est effectivement le plus droit possible. Je suis sûr que si on avance, regardez. Regardez. Regardez comme c'est beau. Même le soleil est droit. C'est fou, hein. C'est fou. Le trottoir est parfaitement fait. Rien ne dépasse. Aucun caillou que vous voyez ici n'a bougé depuis 80 ans. Voilà, je vous le dis, hein. Même les cailloux au Japon ne bougent pas. Ici, vous pouvez croire que c'est parce que c'est vétuste. Non, tout a été prévu. Les Japonais pensent à tout. C'est parce que cette couleur, cet aspect un peu vieillot, rappelle la tradition japonaise, mais en même temps la modernité kawaii. Voilà. Alors du coup, on est au Japon. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe, qui est mort en 2022, assassiné. On lui a tiré dessus à bout portant lors d'un meeting. Voilà. Alors il était plus Premier ministre, pardon. C'était un ancien Premier ministre. Mais il était en meeting pour des élections. Et il se fait assassiner. Alors je sais plus pourquoi. Pourquoi il s'est fait assassiner? Qui est la personne qui a osé au Japon l'assassiner? Il est mort à Nara,
Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Ouais, non, ah ouais, putain, il y a des gens qui sont experts. Hein. Le Wikipédia français. Eh oh, ouais. Ouais. Ouais, fou. Hein. Tetsuyama Yamagami, membre de la force maritime d'autodéfense japonaise. Ah. Ok. 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 Alors, c'est quoi les revendications? Juste, j'étais pas content. Euh... ta-da-da-da-da-da-da-da-da. Il en veut à un groupe religieux particulier et il pense que Abe est lié à ce groupe. L'homme était en colère contre l'église de l'unification. Il était en colère contre la secte Moon et il était persuadé que Shinzo Abe était dans la secte Moon. Ouais, ok. Bonjour Gilou, coucou Gilou. Coucou, salut c'est Gilou, bonjour Gilou. Ça fait plaisir de te voir Gilou, comme tous les jours. Gilou, Gilou. Gilou, Gilou. Voilà, Shinzo Abe qui est mort en 2022. Aujourd'hui, c'est un jour de merde. Voilà, je vous le dis parce que on m'oblige. Il n'y a ni fête nationale, ni fête internationale dans le monde. Voilà, c'est vraiment un jour de caca. Parce qu'en plus, je suis obligé de vous parler de la Troménie. Alors peut-être qu'il y a des Bretons ici qui connaissent Locronan, la ville de Locronan. Eh bien, à Locronan, il y a ce qu'on appelle une Troménie. Une Troménie, c'est quoi? C'est une procession giratoire. C'est-à-dire que c'est le moment de sortir le paint. C'est-à-dire que vous avez votre village qui est ici. Eh bien, vous faites une procession autour du village à pied. Procession religieuse, bien évidemment. En hommage à Saint Ronan, un saint breton. Et le but de cette procession dans le village de Locronan, c'est de demander pardon à Dieu. Voilà, pardon Dieu, j'ai péché. Eh bien, tout le village fait une procession religieuse pour demander le pardon. Voilà, c'est une tradition du 8 juillet à Locronan. Alors, allons juger Locronan parce que Astragal nous dit que Locronan c'est très joli. Locronan. Bon, déjà, on peut pas faire plus breton, hein, comme endroit. Oui, non, d'accord. Oui, non, mais d'accord. Les gens, les non-initiés pourraient dire c'est joli. Je suis d'accord. Sauf que, regardez, contrairement au Japon, c'est pas droit. Si on regarde par rapport au Japon, c'est pas droit. Là, ici, il y a des champignons. Voilà, en vrai, regardez, c'est extrêmement moche. Alors, je vais pas regarder, mais est-ce que ce restaurant serait une crêperie? Une crêperie? Et voilà, le cliché. Pardonnez-moi, mais le premier restaurant qu'on croise, c'est quoi? C'est une crêperie. C'est une crêperie. Braise Nana. Il y a du soleil et braise Nana. Nanani, nanana. Quel enfer. Quel enfer. Les galettes de Sainte-Anne. Non mais ça suffit. Les clichés. Les clichés. Les Bretons ne pas être des clichés vivants. Challenge. Aïe 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 aïe. Ils connaissent leur marché. Non mais c'est vrai. C'est vrai que là-dessus on peut pas leur retirer. D'ailleurs, prénom du jour. Il y a un prénom breton aujourd'hui, comme d'habitude, mais c'est un prénom
qui a été donné à la plus grande star de football française actuellement. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Aujourd'hui, on fête les Aquila. Aquila, prénom latin, Aquila. Aquila Matata. Très bien joué, Soviet. Après, je suis pas encore normand, hein, Astragal. Moi, je suis juste un hater des Bretons. Moi, je suis pas encore normand. Il y a Aquila, il y a Edgar. Voilà. On fête les Edgar aussi. Edgar, je trouve ça moche comme prénom. Edgar, je sais pas. Edgar, c'est... Ça fait mal à la bouche de dire Edgar. J'ai pas encore demandé la citoyenneté normande, non. Je suis normand à mi-temps. Je suis mi-picard, mi-normand. À qui la veste s'accrochait au porte-manteau? Aquila. Aquila. Ah, je l'ai, Galios. On a aussi le prénom Priscilla. Priscilla. Pas Priscilla, hein. Priscilla. Pareil, je trouve ça très moche comme prénom. Ça c'est beau. Ah non, moi je trouve ça très moche. Galios qui nous fait une blague par prénom avec environ 30 secondes de retard. Un beau prénom du Nord. Mais t'as raison. Tu sais que t'as extrêmement raison. Priscilla, Priscilla, c'est vraiment des prénoms du Nord. Moi, ça me cringe un peu. On a le prénom Thibaut aussi. Thibaut aujourd'hui. Thibaut, qu'est-ce qu'on a à dire sur les Thibaut? Bah, moi, j'ai mon cycliste, je vous en ai déjà parlé, hein. Si je ne devais retenir qu'un cycliste dans le monde, c'eût été Thibaut Pinot. Voilà, je suis fan de Thibaut Pinot. Et ensuite, Thibaut InShape. Eh oui. Thibaut InShape. Hein. Sachez que le petit magasin à côté de chez moi, où je vais faire mes courses, a un stand Thibaut InShape. Voilà. À la caisse, il y a un grand Thibaut InShape qui nous regarde et qui nous dit achetez mes produits protéinés, mes boissons et mes barres énergétiques là. Je suis jugé par Thibaut InShape à chaque fois que je vais faire les courses. Je pense que la prochaine fois, je ferai une dinguerie. Hein. Genre, je prendrai du Nutella et je lui étalerai du Nutella sur la face. Voilà. Ça reste du vandalisme soft. Et en plus politisé. Richie Thibaut. Bah non, c'est son nom de famille. C'est le nom de famille de Richie Thibaut. Donc on a fait Aquila, on a fait Edgar, on a fait Priscilla, on a fait Thibaut. On a le prénom, bah alors beaucoup plus rare. Hein. Le prénom de Landrade. Voilà, Landrade. Landrade de morue, par exemple. Très très bon, hein, la Landrade de morue. Est-ce que ce serait pas un truc un peu portugais, ça? Parce que Andrade, ça fait très portugais. Hein. Landrade. Léandre. Ah non, non. Landrade de Münster-Bilsen en Belgique. C'est un prénom belge. Landrade de Münster-Bilsen. C'est un prénom féminin. Aïe 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 aïe. Ça fait très de droite. Bah ouais. Prénom féminin, tu t'appelles Landrade. Franchement, ce serait bien si on mettait Thibaut dans un préfet de Paris ayant donné son nom à des récipients contenant des déchets. Thibaut à la poubelle.
Comme on disait à l'époque, les filles c'est les plus belles, Thibaut à la poubelle. Voilà. Mais voilà, Landrade, j'avoue que là, moi je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu par le prénom Landrade. Je suis très défenseur des Belges. Hein. Je suis, on pourrait presque dire de moi que je suis belgeophile, mais là, je ne l'approuve pas. Alors, je n'approuve pas non plus le prénom suivant, qui est le prénom breton. On termine toujours par un prénom breton. Alors, celui-ci est un prénom breton un peu plus utilisé, usité. On peut notamment citer un joueur de foot qui a ce prénom. Joueur de foot français qui a joué à Monaco, qui a joué au PSG, qui joue actuellement au Real de Madrid, qui joue en équipe de France. Hein. Le joueur français le plus réputé, le plus connu. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui s'appellent comme lui le prénom Kylian, non pas Ousmane. Ousmane n'est pas un prénom breton. Je pense qu'il y avait un indice. Kylian, voilà, le prénom Kylian. Alors, Kylian écrit en breton, bien évidemment. Kylian écrit comme ça. Voilà. Voilà. Le prénom Kylian est un prénom breton. Je sais. Triple buse. Tu ne peux pas contrer le fait que le prénom Kylian est un prénom breton. Voilà. D'origine irlandaise, utilisé en Bretagne. Voilà. Non, mais voilà, je vous apprends peut-être un truc, mais mes amis bretons, mais là, Kylian est un prénom breton. Je fais une très mauvaise recherche parce que c'est pas comme ça que je recherche normalement. C'est voilà, calendrier breton dessin. Juillet, nous sommes le 8. Ici ils disent Bronvel, mais Kylian est aussi un prénom breton. Donc là on a Bronvel qui est moche et Kylian. Double prénom breton du jour. C'est trop, mais c'est pas moi, c'est vous. C'est vous, voilà, c'est vous, Kylian. Alors pour vous calmer, je vais vous donner le dicton du jour. À la Saint-Edgar... Oula, ça part mal. À la Saint-Edgar, on entend du coucou, le dernier chant. Coucou, 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 coucou. C'est quoi les prénoms normands typiques? Bah je sais pas, je suis pas breton. Je dirais Knut. Knut, Roland. Je pense que Roland, ça doit être un prénom normand parce que ça vient de Rollo, qui est un prénom viking. Prénom normand. Baldwin. Adalbert, Adalric, Albert, Almar, Almut, Alric, Alvin, Amalric, Arild, Arnald, Orketil, Arnketil, Arnold, Arnulf, Alberta, Astrid, Baldwin, Bernulf, Bertrand, Bjorn, Bruno, Bernardine, Bertha. Voilà, ouais, on a des trucs. Einar, Eric, Elma, Hermina, Volker, Froward, Friedeborg, Godfred, Gerda, Gerlin, Gunil, Hakon, Harold, Harald, Havard. Bref. En fait, vous les connaissez, mais ils sont normaux. Henrik, Ilmar, Yalmar, Hubert, Hugo, Heidi, Elga. En fait, voilà, c'est des prénoms un peu germaniques ou germanisés qu'on retrouve pas mal parce que forcément, les prénoms du nord de l'Europe en tout cas
Parce que forcément, si vous connaissez l'histoire de la Normandie, vous savez que la Normandie a été cédée aux Normands. Hein, ça s'appelle comme ça, Normands. Norman, les gens du Nord, les hommes du Nord. Voilà, donc c'est la Normandie, c'est le pays des gens du Nord, parce que la Normandie a été cédée par Charles le Gros. Je ne sais plus. Aux raiders normands, des raiders qui viennent du Nord, raiders de l'époque viking, pour ensuite défendre l'embouchure de la Seine contre les futurs raiders. Voilà. Et donc il y a eu des colonies de peuplement de gens du Nord qui sont venus en Normandie. Normand fait des vidéos. Ça fait mal ça. Bonjour Adriagien. Adriagien. J'ai inversé tes syllabes, Adriagien. Adriagien. Oui, les Scandinaves se sont francisés, mais ils ont quand même laissé... Ils ont laissé de la toponymie, des prénoms... voilà, il y a eu un espèce de syncrétisme entre la culture franque et la culture nordique en Normandie. Voilà, c'est fini pour le jour du jour, je vous mets le générique. Ensuite, j'ai bien envie d'aller voir ce que Nina m'a proposé. Voilà. C'est un lien... C'est sur Arte. Je l'ai pas vu en entier. J'avais vu le début chez Rivenzi. Mais je l'ai pas vu en entier, ce quand l'histoire fait date. Donc on ira peut-être le voir. C'est de l'histoire japonaise. C'est intéressant. Je vous mets le générique du jour. Et au lieu de faire le bol d'art et le bidule chouette, machin chouette, des pétitions, on ira faire du React. Let's go. Qui est mort, qui est né, c'est le jour du jour. Que s'est-il passé aujourd'hui dans l'histoire? Qui est mort, qui est né, que s'est-il passé aujourd'hui? Apprenons et cultivons-nous